Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Demain, Emmanuel Macron doit annoncer un nouveau cadre pour servir au sein des armées, dont il n'a pas encore précisé les contours, mais ces dernières années, plusieurs États ont rouvert le débat longtemps tabou de la conscription, qu'il s'agisse d'un modèle volontaire ou d'un service obligatoire. Des pays baltes à la Scandinavie, en passant par l'Allemagne, où la question divise la classe politique, l'idée d'un service militaire ressurgit dans un contexte de pénurie de soldats. Quel modèle existe aujourd'hui? Quelle logique sous-tend ces mois de préparation militaire? Bonjour Maxime Launay. Bonjour. Vous êtes historien, chercheur à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. On vous doit La gauche et l'armée en France, aux éditions Nouveau Monde. Alors c'est une sorte de mouvement général, un retour de l'idée d'un service militaire, mais alors un service militaire nouveau genre. Oui, effectivement, on a une tendance à un retour du service militaire en Europe depuis quelques années. Ça tranche avec les choix qui avaient été faits dans les années 90-2000. À un moment, on était après la guerre froide, on a voulu professionnaliser les armées, on était surtout concentré sur la lutte contre le terrorisme international. Le contexte stratégique a changé depuis une dizaine d'années. C'est celui de la guerre, évidemment, en Ukraine, celui aussi d'une menace pour l'Union européenne directement. Et c'est ce qui justifie aux yeux des états-majors et des responsables politiques le retour d'un service militaire. On le voit pour la Lituanie dès 2015, pour la Suède en 2017, ou encore assez récemment en Croatie il y a quelques semaines. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on a appris donc à la faveur de ces différents débats, parce que le débat ne date évidemment pas d'hier en France, que le service militaire ça coûte cher. Oui, il faut loger, nourrir, blanchir, encadrer, former, armer tous ces jeunes. Et donc nécessairement, c'est ça qui a pendant très longtemps empêché d'un retour du service militaire, même si un certain nombre de personnes poussaient en ce sens. Aujourd'hui, ce qui se dessine, c'est de conserver cette armée professionnelle de combattants, qui éventuellement, dans le scénario qui se dessine, serait amenée à partir vers l'Est pour protéger un pays de la coalition qui serait menacé. Et donc le service militaire, lui, aurait un autre but, c'est celui de défendre le territoire national, là où les soldats professionnels seraient à l'extérieur des frontières. Alors, vous dites qu'il faut loger ces soldats, les nourrir. On se souvient qu'ils étaient d'ailleurs plutôt mal nourris à l'époque du service militaire, mais surtout, ce qui pose problème, Maxime Launay, c'est qu'on imaginait qu'ils avaient une utilité, et que cette utilité, eh bien, elle était à un prix plus bas que l'armée de métier. Oui, un conscrit coûte moins cher Oui, qu'un soldat la solde professionnel. n'était pas très épaisse. Et c'est d'ailleurs pourquoi, en 96, lorsque le président Chirac avait fait cette annonce, ça avait été un choc pour les armées, parce qu'on savait que ça allait coûter cher d'avoir des soldats professionnels. Pour autant, on estime aujourd'hui que le service militaire volontaire, ce n'est pas tout le monde. On n'est pas sur une logique d'universalité, ce qui fait que les effectifs seraient quand même bien plus limités par rapport à une classe d'âge. Une classe d'âge, aujourd'hui, c'est à peu près 800 000 jeunes. On n'est pas du tout sur ça. Et lorsqu'on regarde les pays européens, la Finlande, qui est peut-être le pays qui est le plus abouti dans son service militaire, parce qu'en fait la Finlande n'a jamais abandonné son service militaire et qu'ils ont une frontière immense avec la Russie, donc ils se sont préparés à ça, c'est 20 000 jeunes. La France, on ne sera pas à ça dans les premières années en tout cas. Bon, puis il y a évidemment ce contexte que vous avez évoqué avec une augmentation des tensions avec la Russie. Je voulais vous faire entendre un extrait de ce discours de Fabien Mandon, le chef d'état-major des armées françaises. C'était lors du congrès des maires le 18 novembre dernier, une allocution qui avait été largement commentée. On en écoute un extrait. On a tout le savoir, toute la force économique, démographique pour dissuader le régime de Moscou d'essayer de tenter sa chance plus loin. Ce qu'il nous manque, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal, pour protéger ce que l'on est. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. En risque, et c'est effectivement quelque chose de nouveau. Bon, ensuite, ce discours a été largement amendé, mais dans ce contexte-là, l'annonce d'un nouveau service militaire va forcément être interprétée comme une augmentation des menaces vis-à-vis de la France, Maxime Launay. Oui, alors attention effectivement à ne pas être dans la confusion. Le service militaire volontaire n'aura pas pour but, a priori, d'envoyer nos enfants, pour reprendre le terme du chef d'état-major des armées, au-delà des frontières françaises. Quelle est l'idée en fait? C'est de dire, si l'armée professionnelle quitte en partie le territoire pour aller sur le flanc Est, il faut continuer à protéger notre territoire
territoire en tant que tel, c'est-à-dire les points sensibles, les infrastructures. Aujourd'hui, la Russie mène des actions de guerre hybride, des sabotages, des tentatives d'assassinat, des attaques d'infrastructures jugées vitales pour le fonctionnement de l'État et de la société. Et donc, c'est là que des volontaires peuvent être utiles pour protéger ces points vulnérables. Donc, effectivement, des volontaires avec, a priori, quelle mission? Parce que défendre le territoire, ça suppose que celui-ci pourrait être attaqué et il y a de plus en plus d'avis convergents sur la possibilité donc d'un tel scénario. Alors, l'invasion du territoire national, pas nécessairement, évidemment, on n'est pas sur cette logique-là. Par contre, des actions, comme je le disais, hybrides, oui, là, pour le coup, c'est déjà le cas, en fait, aujourd'hui. Oui, c'est ça, parce que, alors, vous dites invasion, peut-être pas, mais des drones, il y a eu un sabotage en Pologne. Oui, exactement. Donc c'est ça qui est envisagé. Il faut protéger des infrastructures militaires, des infrastructures civiles, des centrales nucléaires, des nœuds de transport. Voilà, c'est tous ces éléments-là qui sont pris en compte. Alors j'ai une belle carte que vous m'avez donnée, Maxime Launay, avec les services militaires en Europe. Le service militaire donc qui est en rouge sur cette carte est de plus en plus présent. En fait, plus on se rapproche de la Russie, plus on a un service militaire. Oui, c'est-à-dire que les pays baltes ont tous un service militaire aujourd'hui, les pays scandinaves également. Donc c'est-à-dire que là, il y a vraiment le sentiment de proximité de la menace. À l'inverse, l'Europe de l'Ouest et surtout l'Europe du Sud est très éloignée aujourd'hui de ces problématiques. Et puis alors, l'autre tendance que l'on observe, plus un État est petit, plus il a un service militaire. Oui, alors là, on voit bien qu'il y a des trajectoires différentes. Par exemple, le Royaume-Uni et la France sont des puissances nucléaires. Donc, ils ont une dissuasion qui est d'abord une dissuasion, j'ai envie de dire, technologique. Pour des petits pays, et en fait, pour la plupart des pays européens, Suisse. alors voilà, la Suisse ou l'Autriche, c'est des pays qui ont une tradition neutraliste et donc ils ne comptent que sur eux-mêmes. La Suède ou la Finlande, ce sont des pays qui n'étaient pas dans l'OTAN jusqu'à très récemment et donc eux, ils avaient une logique de défense totale, c'est-à-dire il fallait que la société prenne les armes le cas échéant. Donc c'est ça aussi, ces trajectoires historiques et géographiques qui expliquent cette différence entre Europe de l'Ouest et Europe de l'Ouest. Bon, on a bien compris, Maxime Launay, que si d'aventure il y avait un nouveau service militaire, il ne ressemblerait pas à celui d'avant, mais l'armée est de plus en plus technologique. Comment peut-on imaginer que des conscrits aient véritablement un rôle, fût-il défensif, dans ce cadre-là? L'idée, c'est certainement de leur prodiguer une formation militaire de base, mais ensuite, je pense aussi, et là il faut revenir sur les débats depuis 30 ans après la suspension du service militaire, il y a eu le sentiment pour beaucoup de nos concitoyens, chez nos militaires et parfois chez nos responsables politiques, qu'il y avait un vide qui avait été créé avec la suspension du service militaire, et qu'au fond, c'est aussi le réarmement moral de la nation qui est en jeu, et le lien entre l'armée et la nation. Et c'est ça aussi, à mon avis, qui est en tête chez nos responsables politique aujourd'hui, c'est de dire il faut ressouder ce lien. Bon, mais on peut, d'un point de vue historique, contester un peu cette idée que le service militaire était le lieu de rapprochement idéal. Le lieu de brassage social. Voilà, c'est un peu contestable, mais néanmoins... Pourquoi contestable ? Parce que, en fait, lorsqu'on fait un travail dans les archives, on s'aperçoit qu'il y avait des taux d'exemption, de réforme, de sursis, le piston aussi, qui faisait que d'abord, c'était pas un service qui était tout à fait égalitaire, comme parfois on le pense. Et ensuite, parce que il y a aussi des enquêtes d'opinion qui nous montrent qu'à l'époque, la compréhension des enjeux de défense pour les conscrits qui quittaient le service était loin d'être acquis. Et donc, ce qui signifie qu'aujourd'hui, si on refaisait ce service militaire, quelle serait la population visée? Est-ce qu'on aurait affaire, je ne sais pas, à des gens qui veulent faire leur armée, mais pas forcément à temps plein, c'est-à-dire ceux qui faisaient jadis l'école des officiers de réserve? C'est toute la question. Quelle sociologie sera celle de ce service militaire volontaire? À partir du moment où c'est le volontariat, ça sera des gens qui auront envie de le faire, par définition. Et donc, on a l'expérience du SNU, du Service National Universel, depuis 2017, qui montrait que c'était souvent des enfants des fils et des filles de professions en uniforme, policiers, militaires, etc. Avec une tradition, une familiarisation. Là, ce qui peut se produire, c'est qu'il y a quand même une appétence des jeunes. Hein, c'est assez documenté dans les enquêtes d'opinion. 6 jeunes sur 10 se disent prêts à s'engager dans l'armée pour défendre le pays. Donc cette appétence, elle peut trouver un débouché à travers le service militaire. Ça permettait de passer son permis camion aussi. Absolument. Donc ça sera peut-être aussi une autre possibilité, mais est-ce que c'est autre chose? Parce que c'est souvent aussi une critique qui a été adressée. Est-ce que ça sera autre chose qu'un gadget?
Difficile à dire. En tout cas, les militaires qui étaient assez réticents ces dernières années à l'égard d'un service militaire s'y sont plutôt convertis depuis plusieurs mois, signe qu'il y a quand même une inquiétude par rapport à la dégradation du contexte stratégique. Et quand on prend par exemple ce qui se passe en Russie, puisque il faut voir aussi ce qui pourrait constituer les ennemis potentiels, puisque nous avons changé, évidemment, en l'espace de 50 ans d'ennemis possibles. Comment, là aussi, les choses pourraient-elles se dérouler, Maxime Launay? Que fait-on en Russie? Alors, il y a un service militaire obligatoire en Russie, également en Ukraine. La trajectoire de l'Ukraine est d'ailleurs très intéressante. L'Ukraine a été le dernier pays européen à supprimer son service militaire. Il l'a décidé en 2013. Ça a été mis en application le 1er janvier 2014. Quelques semaines après, la Crimée a été attaquée, donc l'Ukraine a aussitôt remis en place son service militaire. Et donc, on voit bien que pour ces pays, la défense territoriale est au cœur en fait de la confrontation, et donc le besoin d'avoir une armée de masse en fait est revenu en force. Ah oui, puisque là aussi, l'autre information, l'autre enseignement de la guerre en Ukraine, c'est que la masse et la puissance dans l'armée est quelque chose d'indispensable et d'irremplaçable. Oui, absolument. Mais encore une fois, pour le cas français, on est sur une autre logique. On est plutôt sur une force, entre guillemets, supplétive. Merci Maxime Launay, vous êtes historien, on vous doit La gauche et l'armée en France aux éditions du Nouveau Monde.